L'article 14, en fait, en parlant, disons, de l'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle, il est dit que cela est fait à la requête du président de la CENI. Alors, je me pose la question de savoir si l'empêchement concerne le président qui saisit la Cour constitutionnelle, parce que nous avons déjà connu ce cas-là avec feu M. Ladé Malo. Donc, il faudra que cela soit résolu, qu'on trouve qui saisit la Cour constitutionnelle en cas d'empêchement du président. Pour ce qui est de l'article 25, (10), tel que, disons, cela a été présenté par notre commission, cela concerne la désignation à des membres administratifs donc de la CENI. Parce que le point 10 dit procéder sur décision du bureau à l'engagement, au licenciement ou à la révocation des agents et cadres techniques de la CENI. Nous avons connu déjà un parcours avec la CENI et avec son administration. Il a paru qu'à chaque fois qu'on changeait de président de la CENI, qu'on changeait le bureau, on engageait de nouveaux agents. Et ce qui fait que le jour des élections, on a affaire à des personnes non expérimentées. Pourquoi ne pas carrément, disons, constituer une administration qui est soumise au même statut que les fonctionnaires, donc une administration de la CENI, qui sont recrutés aussi de la même manière, pas être seulement soumis, disons, aux humeurs des bureaux. Donc ma proposition était celle-là, parce que quand vous lisez même la loi organique, il est dit qu'ils sont soumis au droit donc, général. Mais pourtant, on les soumet au recrutement et puis au licenciement donc, au niveau du bureau. Ma proposition était qu'on puisse créer une administration, vraiment, disons, de la CENI, une administration permanente, en sorte que, en fin mandat du bureau, le secrétaire exécutif fait l'intérim, comme maître, il devait jouer donc l'intérim que de laisser le bureau prolonger chaque fois à son mandat. Au niveau de l'article 24 bis, bien sûr, la proposition de la commission arrange un peu, disons, ma préoccupation, parce qu'à un moment donné, je me disais, c'est comme si on a créé le poste de deuxième vice-président pour seulement la bonne cause, parce qu'il fallait satisfaire telle ou telle ambition. Parce que réellement, le poste de deuxième vice-président était vide en termes d'attribution. Mais si l'on devrait adopter la position de notre commission, bon, on aurait peut-être résolu, parce qu'à ce moment-là, disons, on va meubler quand même les attributions du deuxième vice-président. Merci. Merci. Je donne la parole au collègue Mokolo Wampombo. Mukinchi, vous avez coupé le micro? Merci. Non, oui, non. Merci beaucoup, Honorable Président. Je voudrais ne pas décevoir Maman Vicky, qui m'a traité de sage. Alors, oui, Président. Je vais rester dans la sagesse. Quand je prends les deux premiers paragraphes de l'exposé de motifs, je me sens vraiment interpellé. On a fait un très bon constat depuis 2006, 2011, 2018. Toujours des contentieux électoraux en croissance
exponentielle devant les juridictions. Dans le deuxième paragraphe, on dit à chaque cycle, l'organisation des élections a perdu en qualité et en crédibilité. Ça, c'est le constat. Alors, je me fais une réflexion générale. Le 10 mai 1981, je me trouvais à Paris comme ambassadeur. Et ce jour-là, il y a eu un événement en France. C'était un véritable tremblement de terre sur le plan politique. Après plus de 30 ans au pouvoir, depuis l'instauration de la Ve République par le général de Gaulle, les socialistes qui étaient dans l'opposition arrivaient au pouvoir. Mais ce qui m'a frappé ce jour-là, c'est le ministre de l'Intérieur du gouvernement de la droite qui venait de perdre le pouvoir. Je me rappelle, c'était Christian Bonnet, et qui annonçait le résultat des élections de manière objective. En Afrique en général, et en RDC en particulier, nous avons trouvé une formule carrément magique. Commission électorale nationale indépendante. Et dans notre sagesse d'Africains, nous avons mis dans cette commission la majorité, l'opposition et même la société civile. Alors, chers collègues, regardez partout en Afrique. Dites-moi le pays où il n'y a pas eu de contestation après les élections, après avoir utilisé cette formule magique. Alors la réflexion que je me fais, est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce qu'il ne faudrait pas dépolitiser la CENI? Quand vous prenez l'exposé des motifs, après le diagnostic qui a été fait, on arrive maintenant à une conclusion. Par conséquent, il faudrait une réforme du système électoral. Mais ce qu'on nous propose là, est-ce la réforme du système électoral? Je ne crois pas. Donc, à long terme, honorable président, chers collègues, il faudrait penser à une réforme vraiment du système électoral et à une dépolitisation de ce système. Si on arrivait à des institutions stables, il faudrait remettre au ministère de l'Intérieur ses prérogatives. Voilà, merci, honorable président. Merci beaucoup. Le collègue Mokolo était le dernier intervenant sur le débat. J'invite le président de la commission, qui pourrait toujours se faire compléter par un autre membre ou un autre membre du bureau ou de la plénière de la PAJ, pour rencontrer les préoccupations des collègues. Vous avez la parole. Le micro. Merci. Merci, honorable président. Je voudrais compléter éventuellement par mes collègues membres du bureau de la commission. Je voudrais commencer par l'honorable Mokolo. Nous avons suivi son intervention, mais je pense qu'ici, nous avons tablé sur une proposition de loi qui vient de l'Assemblée nationale. La commission n'a pas trop de commentaires. Je pense que l'initiative de réforme ou de la modification de la loi peut également venir de lui. Je pense qu'il a les éléments nécessaires qui peuvent lui permettre de faire une proposition qui va dans le sens de son intervention. Notre commission estime qu'il n'y a pas à commenter, même si on est un tout petit peu d'accord avec lui, qu'il faille peut-être à un moment donné penser à remettre les choses comme on le voit ailleurs. Le ministère de l'Intérieur gère la question et
et ça met fin à la politisation en extrême du mode de choix des animateurs de cette structure qui, en répondant directement à notre collègue Katouma, qui a parlé de l'indépendance des membres de la commission, je pense que cet article, l'article 12, qui a également été évoqué par un autre collègue, je vais voir le nom, vous allez voir qu'il est question de choix. On dit à l'article, les membres sont choisis parmi les personnalités indépendantes, alors qu'en réalité, votre commission a à juste titre demandé à ce qu'on élague les termes indépendants, parce que la plupart proviennent des partis politiques et des regroupements politiques. Pourquoi? Ici, ce n'est pas lorsqu'ils sont déjà entrés en commission. On dit les membres sont choisis parmi les personnalités indépendantes. Mais c'est en contradiction avec l'article 25 qui dit 5 vient de l'opposition, 5 vient de la majorité. En tout cas, c'est pour ça que la commission a dit non, à ces stades-là, ils sont indépendants. Par contre, l'esprit de la loi veut qu'il faut choisir que ces membres deviennent indépendants vis-à-vis de leurs regroupements et partis. Mais au niveau du choix, ils viennent des partis politiques, ils viennent des regroupements et il n'y a que 5 qui viennent de la société civile. Donc le terme indépendant à ce niveau-là n'a pas sa place. Je me répète, où je dois insister, c'est quand ils sont entrés en fonction qu'on peut parler de leur indépendance entre guillemets, que votre commission ne devait pas trop commenter sur ce qu'a dit l'honorable Katouma, mais l'indépendance encore, elle est à ce stade-là, elle est relative. Parce que dans la pratique, il y a toujours un petit lien qui reste avec son regroupement. Mais l'esprit du législateur, c'est que les membres sont choisis, sont désignés par les regroupements et les partis politiques, mais dès qu'ils entrent en fonction, ils sont indépendants. Donc, les termes indépendants devaient carrément être élagués. Et s'agissant de l'autre point évoqué par les honorables Oukechi et Salabia, je pense que le président a essayé de répondre. C'est ce que j'avais dit aussi lorsque j'ai commencé. Nous avons examiné en procédure d'urgence. L'Assemblée devra nous aider pour que l'Assemblée nous facilite aussi la tâche. Même lorsqu'ils envoient les projets du budget, ils prennent tout le temps et nous devons attendre et travailler dans les conditions un peu plus difficiles. S'agissant de la question de l'honorable Vunavandi, c'était au niveau des choix des membres. Je pense que là aussi, je rentre en arrière pour dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, les membres sont choisis parmi viennent des partis politiques et donc il faut absolument reconnaître qu'ils ne sont pas indépendants à ces stades-là. Et s'agissant de l'honorable Moukiti, pour l'article 14, je ne sais pas, il pourra peut-être faire un amendement le moment venu, puisque nous ne l'avons pas, il n'existait pas dans les rapports, il n'a pas été touché. Nous considérons que cet amendement pourra venir le moment où le texte sera discuté article par article. Donc c'est un amendement qui pourra être soumis aux honorables sénateurs. Et s'agissant de l'article 25.10 sur le mode d'engagement et de licenciement, révocation des agents et autres cadres techniques de la CENI. Là aussi, votre commission estime que la proposition faite par l'honorable Moukiti n'est qu'une question de choix. C'est un choix à faire. Ça, c'est la proposition de votre commission, mais c'est une question de choix. Est-ce qu'il faut les remettre il faut que ces agents deviennent des agents qui dépendent de la fonction publique. C'est une question de choix et une proposition peut être faite dans ce sens, une proposition de loi peut être faite dans ce sens. Donc votre commission maintient ce qu'elle a écrit et pense que l'honorable Moukiti peut bien faire une proposition de loi. Je rappelle que votre commission
à travailler sur la proposition de loi qui est venue de l'Assemblée. Donc nous nous sommes concentrés sur ça. Si ce sont d'autres questions qui concernent, qui peuvent donner lieu à des réformes ou à d'autres, les propositions sont toujours autorisées par la loi et par notre règlement. En bref, Monsieur l'honorable président, voilà ce que je devais dire. Merci à l'honorable Vicky de nous avoir félicités. Votre commission pense que elle bénéficiera d'une prime très très spéciale et que le rapport sera adopté avec... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore un membre du bureau de la PAJ qui veut compléter? S'il n'y en a pas, je voudrais dire au collègue Mukinti, oui, collègue Mangiadi, on n'est pas encore au niveau des amendements. Allez-y. Merci, honorable président de la parole. Nous voulons, à l'intention de l'Assemblée plénière, essayer un peu de rajouter quelque chose, quelques coquilles ou quelques omissions que la rédaction a donc oublié par rapport à une meilleure compréhension de ces rapports, si on peut insérer cela. C'est à la page 6, l'article 25, au point 1, il s'y est d'ajouter, certainement c'est à la saisie qu'on a oublié cela, faire observer la Constitution, la loi organique du numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi électorale, c'est ça qu'il faudra ajouter. Donc, après la loi organique sur la CENI, il faut ajouter la loi électorale. À la page 7, le point 14, in fine, après candidat, il faut donc ajouter indépendant, l'adjectif indépendant. C'est à la page 7.14. Pardon, honorable président. Non, je disais que c'est bon. En fait, c'est un adjectif ici, hein, ce n'est pas un nom. Non, mon prénom, ça a déjà été, l'honorable Salabi l'a déjà relevé, ça a été donc corrigé. Et je crois qu'il faudra, à la page 4, les derniers paragraphes, par ailleurs, votre commission a relevé une incohérence relativement aux attributions une incohérence relative aux attributions, donc c'est pas l'adverbe, c'est un adjectif. Incohérence relative aux attributions de 2 vice-présidents. En effet, l'élaboration d'un projet de charte de bonne conduite des observateurs attribués au premier vice-président fait partie de matières inhérentes à l'éducation civique. Vous allez élaguer les 2 matières et ajouter accordé au 2e vice-président. Voilà, honorable président, quelques modifications des formes ou quelques omissions que nous avons voulu signaler à l'Assemblée plénière. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Les membres du bureau ont aussi le droit de s'exprimer sur le rapport. Voici
concernant la question soulevée par la Commission au niveau des attributions du premier et deuxième vice-président. Nous devons faire un distinguo entre la rédaction, donc adoption de la charte de bonne conduite des observateurs et l'application. Ici, l'application, elle est confiée au deuxième vice-président. Mais dans le projet ou la proposition que nous avons reçue de l'Assemblée nationale, il demande que la validation de cette charte se fasse par le premier vice-président. À mon avis, on peut confier cette tâche à n'importe quel membre du bureau, mais vous savez comment ça se passe. Ce n'est pas un pouvoir exclusif au premier vice-président ou à tout autre membre. Parce que lorsqu'on parle de la charte, elle est rédigée par un comité, et lorsqu'elle est rédigée, elle est approuvée par le bureau, et après le bureau, il y a la plénière. Donc, à partir de ce moment-là, dès lors que c'est un travail qui est adopté par la plénière, maintenant l'application, on peut la confier à n'importe qui, et pour le cas d'espèce, on a confié ça au deuxième vice-président. Donc, il n'y a pas d'incohérence. Donc, il faudrait que notre commission puisse nous fixer, disons qu'elle considère qu'à ce stade, il n'y a pas d'incohérence, il s'agit tout simplement de la répartition du travail. La proposition faite par le collègue Mukinti d'avoir un personnel fixe, un personnel même mécanisé par l'administration publique, bon, la question elle est discutable. Elle est discutable, mais d'abord vous savez que rien qu'avec les nouvelles technologies d'information, les agents doivent être toujours mis à niveau. Deuxièmement, il faut une certaine discipline propre à la commission électorale, qui n'est pas celle de la fonction publique. Vous savez que les agents de la fonction publique sont tellement protégés par la loi, le statut, que parfois même pour sanctionner quelqu'un, c'est très difficile, c'est lourd et c'est contre-productif. Donc il faut qu'il y ait une souplesse dans le changement et dans la sanction positive ou négative et au niveau du personnel. Sans oublier qu'avec le temps, on est en train d'aller vers la faiblesse, vers la vieillesse, et qu'à tout moment, la CENI peut ressentir le besoin de rajeunir le fond du pays, parfois sous les intempéries, on prend des risques énormes, et il faut donc avoir des forces physiques pour pouvoir accomplir de telles missions. D'où nous pensons que sur ce point-là, il faut un peu de souplesse et laisser à la CENI la possibilité de pouvoir recruter selon les besoins et selon les normes. Parce qu'il y a des normes à l'indépendance, quant à la dépolition. Il se fait malheureux que nous disions. Quoi que nous puissions légiférer, vous connaissez les réalités, cette CENI-là sera toujours politisée. Tant qu'il y a l'impunité, tant qu'il y a des tireurs de ficelles. Nous, on avait déjà fait toute une campagne, et Madame Katouma, la collègue, le sait, toute une campagne sur la dépolitisation de la CENI. Nous avions dit, nous les politiciens, nous devons nous tenir à l'écart. Laissons que la composition se fasse par la société civile, pas seulement celle de Kinshasa ici qui passe dans tous les bureaux, mais on devait respecter la représentation de toutes les 26 provinces en tenant compte bien sûr
du genre, donc les femmes et les hommes, mais également tenir compte de la jeunesse. Mais on n'a pas été entendu. Moi, je pense que l'idéal serait bien sûr, comme l'a si bien dit le sage, le doyen Mokolo, qu'on laisse cette matière-là au ministère de l'Intérieur. Vous savez très bien que le ministre qui est à l'intérieur appartient à une force politique, et donc ça va susciter de la méfiance. Même s'il veut bien faire son travail, il y aura toujours beaucoup de critiques. Je pense que nous avons encore un grand travail à faire, surtout sur la mentalité. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est le problème de mentalité. Et je suis heureux qu'on ait créé une structure de changement de mentalité qui est élevée au niveau d'un commissaire spécial, un conseiller spécial du chef de l'État. Mais est-ce que ça donnera? Bon, travaillons-y parce que c'est un processus. Donc voilà juste quelques explications, quelques considérations, tout en reconnaissant que l'article 14 n'a pas fait l'objet de débat au niveau de la PAJ parce qu'il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale. Encore que là aussi, la préoccupation que vous soulevez, en cas de décès, parce que s'il y a empêchement constaté, c'est le président de la CENI qui fait rapport à l'Assemblée nationale et saisit la Cour. Mais s'il s'agit, pour le dire, pour paraphraser, du cas qui arrive au président même de la CENI, c'est bien clair que quand le président est empêché ou il est décédé, il y a le vice-président qui assume les responsabilités du président. Et donc, en ce moment-là, c'est le vice-président qui va constater l'empêchement du président et en informera l'Assemblée nationale et la Cour. Donc, de ce côté-là, sur le plan du droit administratif, il ne se pose pas de problème. Alors, moi, juste quelques explications. Collègue Mwando, je ne rouvre pas le débat, mais je crois que c'est sur un point en discussion. Allez-y. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Président, si j'ai insisté, c'est parce que je crois que tout le monde avait été au courant que j'avais été invalidé parce que j'avais fait un tour à la CENI. Je prends la parole parce que l'honorable Jean a raison. C'est un fourre-tout à la Commission électorale nationale indépendante. Il est question de mettre de l'ordre dans l'administration. Je m'explique. Le bureau qui vient engage son personnel sans pour autant tenir compte des postes. Ça veut dire qu'il y a déjà des postes qui sont occupés, mais ils ont l'habitude de doubler les postes. Et il y a un nombre impossible qui s'ajoute. Je crois qu'on doit tenir compte de l'argument qu'a avancé notre collègue Jean. C'est sur ça que je voulais insister. Merci beaucoup, notre Président, pour la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'on a prévu cette fois-ci des organes de contrôle et de suivi, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on puisse recruter en désordre sans justification et sans que les besoins se fassent sentir, et sans tenir compte des compétences qui sont là. Parce que ceux qui sont là, ce sont des Congolaises et des Congolais, et donc il ne faut pas les faire partir parce que tout simplement, il y a un nouveau bureau qui arrive. Il faut faire une évaluation, il faut auditer, et en ce moment-là, on dit, celui-là, c'est un élément valable, nous pouvons le garder pour l'intérêt du pays. Et là, je crois que l'organe de contrôle qui est prévu doit être vigilant quant à ça. Ceci étant, cher collègue Mutombo, oui. Moi, Président, je m'excuse de demander la parole à ce stade, c'est parce que vous avez évoqué la question de recrutement. Je voudrais, dans le cadre du débat général qui est relatif à ce rapport, c'est que je n'arrive pas à bien comprendre, peut-être que les collègues pourront m'aider à bien comprendre. Je n'ai jamais compris pourquoi les membres du bureau de la CENI, quand ils viennent de composantes qui doivent les proposer, ils passent par l'Assemblée nationale qui prend acte et qui envoie directement à la Cour. Mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le Parlement. Et l'expérience a démontré
il vous souviendra l'histoire, vous me permettrez de citer certains noms, de Malonga, où on a vu que la prise d'acte de l'approbation s'est faite d'une certaine manière, comme tous nous l'avons vécu, alors que si c'était dans les deux chambres, ben, on aurait utilisé le filtre au niveau de la chambre basse et la chambre haute, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Je ne sais pas d'où tire ce pouvoir, l'Assemblée nationale tire ce pouvoir d'approuver seul, de prendre acte et d'envoyer directement à la Cour constitutionnelle, alors que nous avons un Parlement bicaméral. Bon, alors, je pense que c'est, à mon avis, s'il y a des dispositions de loi, si nous avons une chambre bicamérale, en fait un Parlement bicaméral, c'est aussi par rapport aux garde-fous. Ces dispositions de loi, à mon avis, devraient, dans le cadre de révision de l'arsenal juridique relatif aux élections, ça devrait, à mon avis, être revu pour aussi mettre cette sécurité des mécanismes dans des décisions aussi importantes comme celle-là. Ça, c'est dans le cadre du débat général, mais quand nous serons dans les articles, et évidemment, on pourra en approfondir. Merci, Honorable Président. Merci, cher collègue Mutombo. Bon, il faudra bien lire les lois qui traitent de ces matières-là. C'est peut-être, il faut aller dans le sens de proposer une loi modificative, parce que je crois que c'est dans la loi que cela est précisé. Et quand cela ne tienne, ce serait une réforme dans le cadre de l'amélioration justement de la gouvernance électorale. Je pense que chaque sénateur, chaque député a le droit, il peut user de son droit d'initiative pour apporter les changements attendus. Les réformes dont nous parlons, ça c'est quelque chose que nous devons poursuivre, ça ne s'arrête pas ici, et c'est ce qui a été demandé d'ailleurs au Daïm Mokolo aussi, s'il peut proposer pour que désormais cette matière-là, on la laisse au ministère ayant l'intérieur dans ses attributions. Encore que quand nous légiférons, nous devons être neutres. Certains peuvent croire que voilà, puisqu'aujourd'hui on est dans la majorité, bon, essayons de priver certaines responsabilités au poste qui revient à l'opposition, mais vous ne savez pas ce qui nous attend demain. Aujourd'hui on peut être dans la majorité, demain on est dans l'opposition, et cette disposition va vous être appliquée. Voilà pourquoi il faut toujours la neutralité, l'objectivité, la responsabilité et l'intérêt général lorsqu'on est en train de légiférer. Ceci étant, notre collègue Mutombo était le dernier à intervenir sur le rapport. Pouvons-nous considérer comme clos le débat sur les rapports de notre PAJ? Qui sont pour la clôture? Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Merci. Le débat est clos. Maintenant, nous allons accorder 24 heures à la commission PAJ pour réceptionner et traiter les amendements éventuels à cette proposition de loi. La commission les examinera l'après-midi et nous pourrons procéder au vote de la loi peut-être demain ou alors après-demain, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc soyez toujours prêts, nous pourrions toujours vous appeler pour le vote de cette loi, soit demain, soit après-demain. Donc nous allons avoir le vendredi aussi une plénière sur les rapports de vacances parlementaires de toutes les provinces. Et nous nous retrouvons donc demain pour la campagne électorale. La séance est suspendue. Vous pouvez regagner votre place, chers, avec toutes nos félicitations pour le travail abattu. Nous allons
Mais aussi du sénateur Robouillet, ceux qui sont en fonction, qui sont sénateurs, mais il y a... Honorable Président, je viens de poser un acte avant d'entrer dans cette plénière. C'est mon recours. La situation qui se passe à Goma bouleverse les consciences humaines. Une raison de plus pour voir les Congolais et créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec la population de Goma. J'aime Goma de cœur avec vous.